principe de l'autodétermination, dans son article 6, parle de l'intégrité territoriale. Mais je comprends que mon frère algérien ne peut pas comprendre le sens de l'intégrité territoriale, parce que son pays, il a à peine 60 ans. Le Maroc, il a des siècles. L'État marocain a existé depuis 10 siècles. L'État marocain avait des ambassadeurs dans les cours européennes. Au XVe siècle, au XVIe siècle, où était l'Algérie? N'existait pas. Madame la Présidente, je n'ai pas voulu non plus parler de Pegasus, un doux nom qui est un software. Pegasus a été utilisé par les autorités marocaines pour écouter illégalement plus de 6000 responsables algériens, y compris votre serviteur. Madame la Présidente, il y a 60 ans, presque jour pour jour, et dans ce même bâtiment, peut-être dans cette même salle, le Maroc demanda en 1963 l'inscription de la question de ce qui s'appelait à l'époque le Sahara espagnol sur l'agenda du comité spécial de décolonisation afin de récupérer définitivement ces provinces sahariennes. Cette revendication a été confortée par la première résolution du C24 en octobre 1964, suivie par celle de l'Assemblée générale, adoptée en décembre 1965, demandant à l'Espagne de prendre des mesures immédiates pour la décolonisation du Sahara espagnol et de l'enclave mitoyenne d'Ifni, et ce, à travers la négociation avec le Maroc. Grâce à la négociation préconisée par ces résolutions, Ifni a réintégré la mère patrie en 1969, alors que la décolonisation du Sahara s'est définitivement achevée en 1975 avec le retour mémorable de ces provinces à la mère patrie, le Maroc, et ce, grâce à l'historique marche verte du 6 novembre 1975 et l'accord de Madrid du 14 novembre de la même année. Cet accord a été déposé auprès du secrétaire général, puis entériné par l'Assemblée générale dans sa résolution 3458-B du 10 décembre 1975. L'histoire onusienne du Sahara marocain aurait pu s'arrêter là, mais c'était compté sans l'adversité de l'Algérie, qui a créé, hébergé, armé et financé le groupe séparatiste Polisario. Dans sa promotion internationale de son proxy, ce pays voisin a excellé dans ce que le philosophe grec Socrate qualifiait 25 siècles auparavant de mythe fondateur de la posture. Le distingué représentant de l'Algérie a, dans son discours de ce matin, persisté dans ce sillage en étalant une avalanche de falsification de l'histoire et un flot de distorsion du droit international. Comme depuis près d'un demi-siècle, il a ressassé ce que je qualifierais de les 7 mensonges fondateurs de l'agenda séparatiste de l'Algérie au Sahara marocain. Premier mensonge, l'Algérie défend l'autodétermination, le droit à l'autodétermination. En réalité, le principe de l'autodétermination n'est qu'un paravent dont l'Algérie se sert pour accomplir ses visées hégémoniques. En effet, l'Algérie instrumentalise ce principe exclusivement pour le Sahara marocain. C'est la seule question qui est évoquée devant cette commission depuis des années, sans jamais oser dire un seul mot sur les autres questions examinées par cet organe. L'Algérie fait fi de ce principe en soumettant par le biais de son président, feu président Abdelaziz Bouteflika, que Dieu ait son âme, le 2 novembre 2001 à Houston, à l'envoyé personnel du SG, alors M. James Baker, cité par mon collègue algérien, une proposition de partition du territoire du Sahara, comme cela est consigné dans le rapport du secrétaire général du 19 février 2002. Bien plus, l'ancien ambassadeur algérien, Abdallah Bali, a adressé le 22 juillet 2002 une lettre plus explicite au président du Conseil de sécurité, je cite, « L'Algérie demeure disposée à examiner la proposition concernant une possible partition du territoire du Sahara. » Fin de citation, ce que le Maroc avait immédiatement et catégoriquement rejeté. L'Algérie, enfin, a mis le principe de l'autodétermination sous le boisseau, avec la proclamation à Alger d'une république fantoche, ce qui est contraire au principe même de l'autodétermination que mon collègue vient de défendre ici. Enfin, l'Algérie dénie ce principe au peuple, à un peuple qui le revendique bien avant la création de l'État algérien en 1962. Il s'agit du vaillant peuple kabyle. Deuxième mensonge, l'Algérie demande le respect de la légalité internationale. En réalité, l'Algérie viole constamment la légalité internationale. Tout d'abord, c'est l'Algérie qui bafoue la Charte des Nations Unies lorsqu'il s'agit du principe du respect de l'intégrité territoriale, du non-recours à la violence et de la primauté des règles
du règlement pacifique du différend. L'Algérie est intéressée aux résolutions du Conseil de sécurité uniquement jusqu'en 2001, lorsque le secrétaire général a déclaré l'inapplicabilité du plan de règlement et par conséquent l'obsolescence du référendum. Depuis 2002, l'Algérie ignore les résolutions du Conseil de sécurité pour la seule raison qu'il recommandait la solution politique durable et mutuellement acceptable pour le règlement de ce différend. Le paradoxe est que certaines de ces résolutions ont été adoptées avec l'aval et la contribution de l'Algérie pendant qu'elle siégeait au Conseil de sécurité en 2004-2005. Enfin, l'Algérie va même jusqu'à rejeter officiellement certaines résolutions du Conseil de sécurité, comme cela a été le cas en 2021 et 2022. Troisième mensonge, l'Algérie est un simple observateur sur le dossier du Sahara. Malgré ses dénégations, l'Algérie est la partie principale à ce différend régional depuis son déclenchement. Il avait revendiqué ce statut dans la lettre officielle de son ancien ambassadeur à l'ONU. Le 19 novembre 1975, et je cite, « Outre et l'Espagne, en tant que puissance administrante, les parties concernées intéressées dans l'affaire du Sahara sont l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. » Fin de citation. Comme vous pouvez le constater, l'Algérie se présente avant même le Maroc. De même, ce document officiel ne fait aucune référence au Polisario, alors que l'Algérie l'hébergeait déjà sur son territoire. L'Algérie a habitué les Nations Unies à réagir à toutes les propositions de l'ESG et ses envoyés personnels. Il a ainsi refusé l'accord cadre proposé par l'ancien envoyé personnel James Baker par communiqué du Conseil des ministres de l'Algérie le 25 février 2002. L'Algérie prend des mesures de rétention économique contre tout pays soutenant l'initiative marocaine d'autonomie. Il proteste auprès des capitales de tous les membres qui soutiennent le Maroc à la 4e commission. La résolution 2654 consacre l'Algérie en tant que partie principale à ce différend. Quatrième mensonge, le Sahara est un territoire occupé. L'Algérie méconnaît le droit international et les résolutions des Nations Unies. La notion d'occupation s'applique selon le règlement de la Haye de 1907 et la 4e convention de Genève uniquement au territoire d'un État déjà existant durant un conflit armé international. Or, le Sahara n'a jamais été un État, il ne le sera jamais. Il a toujours fait partie intégrante du Maroc depuis des siècles, en vertu des liens juridiques d'allégeance des populations au sultan marocain, tels que reconnus par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif. Cinquième mensonge, le référendum est la solution à ce différend régional. Le prétendu référendum est mort et enterré, malgré les 20 dénégations de l'Algérie, car on ne ressuscite pas les morts. Le secrétaire général a, dans son rapport du 23 février 2000, conclu à l'inapplicabilité du plan de règlement et donc à l'obsolescence du référendum. Le Conseil de sécurité n'évoque à aucun moment le référendum dans aucune de ces 36 résolutions adoptées depuis 22 ans. L'Assemblée générale ne s'y réfère plus depuis 20 ans. Bien plus, la résolution algérienne qui sera adoptée aujourd'hui par cette commission, comme toutes celles qui l'ont précédée depuis près de 2 décennies, ne mentionne nullement le référendum. Sixième mensonge, l'Algérie paye hôte des camps des Sahraouis réfugiés à Tindouf. L'Algérie n'est pas le pays hôte des camps des réfugiés de Tindouf, mais plutôt le geôlier des populations qui sont séquestrées. Ces campements sont une zone de non-droit et de violation grave, généralisée du droit international. L'Algérie instrumentalise politiquement ces camps qu'elle présente comme le symbole de l'existence du soi-disant problème appelé Sahara occidental. Septième mensonge, l'Algérie supporte le fardeau humanitaire des camps de Tindouf. L'aide humanitaire que l'Algérie accorde aux camps de Tindouf est infiniment minime. C'est la communauté internationale qui apporte le plus gros de l'aide humanitaire financière à ces camps. En réalité, l'Algérie, effectivement, supporte le fardeau, mais celui des armements, celui de la campagne médiatique, celui des conférences qu'elle organise, et ça se chiffre en milliards de dollars. Madame la Présidente, contrairement à l'Algérie, le Maroc reste fidèlement attaché au processus politique mené sous l'égide exclusive de l'ONU pour la résolution définitive de ce différend sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc. Dans ce cadre, M. de Mistura a visité le Maroc à 3 reprises. Lors de sa dernière visite, du 4 au 8 septembre, il s'est rendu dans les villes marocaines de Laayoune et Dakhla, où il a rencontré les présidents des 2 régions du Sahara marocain, les représentants démocratiquement élus, les autorités locales, les chours, les acteurs économiques et la société civile.
Il a également rencontré les consuls généraux des postes consulaires ouverts à Lyon et Dakhla. Il a également rencontré les ralliés qui ont quitté le Polisario et l'Algérie pour retourner au Maroc. 3 décennies plus tard, dans notre continent, persiste encore cette blessure béante et purulente. C'est le Sahara occidental, la dernière colonie en Afrique. C'est le Sahara occidental dont le territoire et la population ont été cyniquement dépecés et partagés en 1976 par 2 pays voisins, le Royaume du Maroc et la Mauritanie. Et après le retrait volontaire de la Mauritanie, 3 ans plus tard, le Maroc a occupé la quasi-totalité du territoire, sans autre forme de procès, comme un fait accompli, car l'histoire récente du Sahara occidental, c'est une succession de faits accomplis, d'engagements marocains formels, suivis de reniements à répétition de la parole donnée. Un pas en avant, 2 pas en arrière. En effet, le Maroc s'est engagé à plusieurs reprises et au plus haut niveau à permettre la consultation du peuple du Sahara occidental dans le cadre d'un référendum d'autodétermination. Des exemples, il y en a à profusion, mais j'en citerai 3. À Nairobi, en 1981, le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, a formellement et publiquement accepté la tenue d'un référendum sur le territoire. Cet engagement, il l'a réitéré avec force en septembre 1983, ici à New York, devant l'Assemblée générale des Nations unies. Je le cite. Le Maroc veut vous dire qu'il veut le référendum. Le Maroc veut vous dire qu'il est prêt pour le référendum. Le Maroc est disposé à accorder toutes les facilités à tous les observateurs. Enfin, le Maroc s'engage solennellement à se considérer lié par les résultats de ce référendum. Et encore, en 1989, le Maroc, toujours au plus haut niveau, s'est déclaré en faveur d'une solution juste et définitive du conflit du Sahara occidental, à travers un référendum d'autodétermination régulier et libre se déroulant dans la sincérité la plus totale et sans aucune contrainte. Et la communauté internationale dans tout ça, reconnaissant qu'elle a œuvré, peut-être naïvement, mais sincèrement, à travers l'OUA et l'ONU, à l'aménagement d'un cessez-le-feu et à l'adoption d'un plan de règlement formellement accepté par les 2 parties en conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Ce plan de règlement, adopté par le Conseil de sécurité, prévoyait la mise en place sur le territoire d'une mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, en abrégé MINURSO. Face à ces promesses, sans équivoque, l'on a malheureusement enregistré de multiples reniements, de multiples remises en cause. D'abord au niveau de la MINURSO, qui avait pratiquement achevé l'identification des électeurs. Des entraves ont commencé à voir le jour, délibérément mises en place par la puissance occupante, et qui ont entraîné sa paralysie jusqu'à ce jour. Ou encore, ce reniement à la parole donnée par 2 ministres de Sa Majesté, à Houston, devant M. James Baker, ce grand homme d'État, qui a été tellement dégoûté par tant de mauvaise foi qu'il a préféré démissionner de son poste d'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Ou encore, tout récemment, par l'ancien président allemand Horst Kohler, qui a préféré jeter l'éponge devant la multiplication des blocages marocains. Et depuis, Madame la Présidente, par touches successives, la partie marocaine s'est enfermée dans le déni de tout l'historique de la question du Sahara occidental. Elle ne veut plus entendre parler, ni entendre prononcer le mot autodétermination, ni référendum, ni consultation démocratique, ni observation onusienne des droits de l'homme. Et pour donner le change, la puissance occupante propose magnanimement l'octroi d'une autonomie limitée sous souveraineté marocaine. Personne n'y croit, et surtout pas le peuple sahraoui. Pourquoi donc le Maroc refuse-t-il la consultation libre et sans contrainte
du peuple du Sahara occidental sur son avenir. Il apparaît très clair pour tout un chacun que malgré un demi-siècle d'occupation, le Maroc n'a pas été en mesure de gagner le cœur des Sahraouis, qui restent attachés à leurs droits imprescriptibles à l'émancipation. Et vous allez entendre dans quelques minutes même le nom de Sahara occidental, pourtant inscrit en gras dans l'agenda de notre commission, est devenu comme par magie Sahara marocain. Et ce, dans tout le narratif de la diplomatie marocaine. Même l'évocation de la 4e commission, réputée comme étant celle de la décolonisation, est devenue un blasphème. Et la communauté internationale, les nations libres de ce monde, et notamment celles qui ont souffert de l'oppression et du colonialisme, ne laisseront pas faire. Elles s'appuieront tout d'abord sur le tout dernier rapport de notre secrétaire général, qui affirme sans embâche: le Conseil de sécurité examine le Sahara occidental comme une question de paix et de sécurité, appelant à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui assurera l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. La 4e commission de l'Assemblée générale et le C24 l'abordent comme une question de décolonisation. Elle s'appuiera ensuite sur l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice, qui déjà, en 1975, n'a pas trouvé de lien juridique de nature à affecter l'application de la résolution 1514 sur la décolonisation du Sahara occidental, et en particulier du principe d'autodétermination par l'expression libre et authentique de la volonté du peuple du territoire. Et ne m'obligez pas à en citer d'autres, comme ces arrêts de la Cour européenne de justice, qui a considéré comme nuls et non avenus les accords entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, parce que intégrant le territoire du Sahara occidental. Des accords qui participaient à l'exploitation illégale des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental. Ou encore cet arrêt tout récent de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a jugé en septembre 2022 que l'occupation marocaine du Sahara occidental est contraire au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et pour conclure, Madame la Présidente, ma délégation appelle notre commission à demeurer vigilante face à ces manœuvres. Tout au long de cette session, faisons en sorte que soit rendue le plus rapidement possible justice au peuple du Sahara occidental, qui n'a que trop souffert de l'oppression coloniale, du déni de son identité et du refus de son aspiration à la liberté et à la démocratie. C'est, à notre sens, exactement la mission de l'envoyé personnel de M. Guterres, secrétaire général des Nations Unies, M. Staffan de Mistura. Elle est ardue, elle est difficile. Ne lui comptons pas notre soutien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, très chère sœur Mito. Mais je comprends que mon frère algérien ne peut pas comprendre le sens de l'intégrité territoriale, parce que son pays, il a à peine 60 ans. Le Maroc, il a des siècles. L'État marocain a existé depuis 10 siècles. L'État marocain avait des ambassadeurs dans les cours européennes. Au XVe siècle, au XVIe siècle, où était l'Algérie? N'existait pas.